Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Confédération du cinéma et de l'audiovisuel des professionnels de l'Alliance des États du Sahel AES est née, réunie en Assemblée Générale ici à Bamako. Les professionnels du secteur venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont donné corps à cette initiative qui scelle l'unité culturelle de l'espace sahélien. L'organisation vise essentiellement, selon ses fondateurs, à mutualiser les ressources, à faciliter les coproductions transfrontalières et à renforcer la formation des jeunes talents de la sous-région. Il s'agit également de bâtir un narratif propre à l'espace AES, de valoriser les cultures locales et d'offrir une plateforme solide aux créateurs pour que le 7e art contribue efficacement et activement à l'épanouissement commun des trois nations. Mamounata Mikiema, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénariste, réalisatrice, critique de cinéma et productrice. Vous êtes la présidente de la Fédération du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'honneur. Merci. On sait que vous, cinéastes, généralement, c'est une question de passion, d'engagement. Alors, racontez-nous en quelques mots votre engagement cinématographique. Merci beaucoup. Moi, en tant que réalisatrice, productrice, j'ai, si je peux dire, eu l'opportunité de rentrer dans le cinéma via le ciné-club. Vous savez que au Burkina Faso, il y a beaucoup de ciné-clubs. C'était le ciné-club FESPACO en 2007 et par la force des choses, les ateliers m'ont donné goût vraiment au secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et après ma maîtrise en communication pour le développement, j'ai voulu perfectionner en faisant un Master 2 en réalisation documentaire en 2008 au Sénégal. Et depuis, je suis dans le secteur en tant que réalisatrice productrice, mais j'ai aussi créé une boîte de production en 2011 qui s'appelle Pilum Piku Production, qui veut dire papillon. Et c'est au sein de cette structure-là que j'ai produit plusieurs réalisateurs, autant burkinabés qu'africains. Alors, quel est votre objectif ultime? On va dire changer le monde, entre guillemets? Il faut dire que oui, parce que en tant que par rapport à ma formation de base en communication pour le développement, je me sentais un peu frustrée de ne pas pouvoir donner mon point de vue par rapport à certains sujets, si je peux dire, de la vie, de la société. Et je me suis retrouvée en tout cas à travers le cinéma. Donc pour moi, c'était une arme, si on peut dire, pour pouvoir exprimer, partager sa vision du monde aux autres. Est-ce que vous êtes satisfait de ce parcours que vous avez eu depuis votre engagement? Je peux dire oui. Quelle est votre grande satisfaction? Ma grande satisfaction, c'est d'avoir pu permettre aux autres de rêver aussi comme moi. Donc, avoir accompagné des réalisateurs à réaliser leurs rêves de faire des films. D'accord. Vous êtes à Bamako dans le cadre de l'Assemblée Générale de mise en place de cette confédération du cinéma et de l'audiovisuel des pays donc de l'AES. Parlons un peu des enjeux. Pourquoi est-ce que les cinéastes de ces trois pays veulent se mettre ensemble aujourd'hui? Merci. Il faut se dire que c'est une continuité parce que les cinéastes étaient déjà ensemble avant, bien sûr, cette formalisation au niveau étatique. Et nous, en tant que professionnels, ça fait une année, depuis janvier 2025, que nous avons en tout cas décidé de faire des ateliers de réflexion ici au Mali et au Niger. Et ces ateliers de réflexion, c'était de poser les bases par rapport à cette nouvelle configuration sous-régionale de nos États et aussi par rapport aux domaines prioritaires de développement de nos pays. Et la question, c'était de qu'est-ce que nous, en tant que professionnels du cinéma, nous proposons comme réponse, comme solution, parce que
le secteur de la culture et bien sûr du cinéma et de l'audiovisuel sont aussi des domaines de développement et qui parlent de souveraineté, parlent aussi de souveraineté culturelle parce que nos écrans sont de plus en plus inondés par des images d'ailleurs et qu'est-ce que nous, en tant que professionnels, nous proposons comme réponse. Donc ce sont des réflexions qui nous ont permis d'aboutir à une signature de partenariat entre les 3 fédérations, FENACAM, FENCAM du Niger et bien sûr la FNCA du Burkina Faso pendant le FESPACO 2025 et c'est suite à cette signature de partenariat entre ces 3 fédérations que nous avons mis des comités de réflexion en raison de 3 représentants par pays pour réfléchir sur les textes de la Confédération. Donc on comprend que c'est une initiative, quand même une idée mûrement réfléchie. Alors vous ne suivez pas tout simplement une dynamique politique, on va dire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui, c'est 3 pays attachés profondément à leur culture. Comment est-ce que vous définissez le rôle du cinéma dans la culture et le rôle des acteurs culturels dans l'espace AES? Merci. Le rôle du cinéma dans la culture, il faut dire que le cinéma, c'est le 7e art. Donc, c'est un secteur qui est transversal parce qu'il prend en compte les autres dimensions créatives dans le secteur de la culture. Donc, le cinéma peut être le porte-flambeau, si je peux dire, en termes de valorisation ou de revalorisation de tout ce qui est comme patrimoine historique, de tout ce qui est comme les héros historiques de nos États, mais aussi nos valeurs culturelles et identitaires. Donc, c'est en cela que, pour moi, le cinéma peut booster les autres arts à travers, en tout cas, cette transversalité. Le cinéma est comme aussi un outil. Voilà, en dehors du domaine artistique, nos productions parlent de thématiques. Et par rapport à cette thématique, nous pensons que les films que nous produisons peuvent regorger de réponses et répondre à certains questionnements, à certaines préoccupations, non seulement de nos populations, mais aussi de nos États. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette confédération, la première action que nous allons poser, c'est de recenser, de faire un répertoire des films des professionnels de l'espace déjà produits, en faisant vraiment un classement par thématique, genre, et aussi en lien avec les valeurs culturelles, les films historiques et bien sûr tout ce qui a trait à la protection de l'environnement, etc. pour déjà permettre à nos chaînes nationales d'avoir de quoi diffuser, puisqu'il y a aussi un besoin de contenu pour renforcer cette souveraineté culturelle. Donc, voilà. D'accord, nous en viendrons bien évidemment aux actions que vous allez poser et bien évidemment aussi à l'articulation avec les chaînes de télévision. Mais parlons déjà de cette dimension souveraineté. Vous l'avez évoqué un peu plus haut, la souveraineté quand même, c'est un élément qui est très présent aujourd'hui dans le discours de nos autorités. Côté cinéma, ça se traduit comment concrètement? La souveraineté au niveau du cinéma, en tant que professionnel, c'est d'ailleurs pouvoir identifier son secteur de prédilection. Bon, je pense que il y a beaucoup qui sont dans le secteur, mais qui n'arrivent pas à identifier dans quel maillon ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le maillon création? Je suis scénariste, je suis dialoguiste et autres. Est-ce que je suis dans le maillon production? Le maillon production qui prend en compte, il y a les structures de production, de distribution et autres. Est-ce que je suis dans le maillon commercialisation? Et en fonction du fait de savoir déjà maîtriser ces différents maillons de son secteur, cela permet de mieux se positionner, de positionner sa structure et d'apporter de la valeur ajoutée à ce qu'on fait. Donc, par rapport à notre vision, c'est vraiment renforcer les capacités
entrepreneurial, voilà, des acteurs, des professionnels, parce que si on parle de talent, ils en ont. Si on parle d'expérience, voilà, il n'y a rien à redire, mais il y a un besoin de structuration depuis le professionnel en tant qu'individu jusqu'au professionnel en tant que structure morale pour en tout cas booster cette industrie-là que nos États en tout cas reconnaissent dans les industries créatives. En tout cas, vous avez décidé aujourd'hui de briser les barrières géographiques. Parlons un peu de l'état des lieux du cinéma dans la sous-région. Quels sont un peu les problèmes auxquels est confronté le 7e art dans nos pays et voilà justement problèmes que vous comptez résoudre ensemble, en vous mettant ensemble. Merci beaucoup. En termes de problèmes, bon, bien sûr, le problème classique, c'est le financement. Les financements n'ont jamais suffi à nous, les producteurs et distributeurs. Mais l'idée, c'est par rapport à l'existant, ce qui est déjà disponible. Nous savons qu'au Burkina Faso, nous avons déjà pas mal de dispositifs d'accompagnement du cinéma et de l'audiovisuel qui sont là à travers 3 fonds. Le Fonds de développement culturel et touristique, le comité de soutien à des projets culturels qui finance aussi des projets cinématographiques et le fonds Faso Film Fond qui a été créé en 2025 et qui a déjà en tout cas donné les résultats de son premier appel à projet. Et au niveau du Niger, nous avons le Centre national de cinéma et de l'audiovisuel qui a aussi un fonds culture qui finance le cinéma. Au niveau du Mali, nous avons aussi le fonds d'appui à l'industrie et à l'audiovisuel qui est le FAIA, qui existe aussi depuis plusieurs années. Et notre vision, c'est que ces fonds-là puissent créer une sorte de pont, voilà, dans le cadre de l'espace AES, qui permettent qu'en cas de coproduction entre nos structures de production, dans le cadre d'une production d'un film, puissent pouvoir lever ce fonds-là, ce dispositif financier qui est comme une sorte de fonds espace AES pour le cinéma, mais en se basant déjà sur les fonds qui existent déjà. Et nous pensons que cela peut renforcer en fait la qualité artistique des films, parce qu'on sait aussi que pour aller à l'international, pour chercher d'autres financements, il faut avoir un certain pourcentage. Il y a certains fonds qui parlent de 30%, d'autres de 40% et d'autres de 60%. Et nous pensons qu'en se mettant ensemble déjà dans la mobilisation des ressources au niveau de l'espace AES, nous pouvons peser encore plus au niveau international. Ça veut dire que vous comptez toujours sur des fonds internationaux au moment où on parle beaucoup de souveraineté quand même. Oui, international, parce que nos États sont toujours aussi dans le cadre des rapports internationaux. Ils sont toujours, ils ont toujours des liens avec des conventions internationales, comme par exemple l'UNESCO. Donc, oui, on avance au même titre que nos États dans ces engagements en termes de rapports internationaux et autres. Donc, nos États qui n'acceptent désormais que les financements qui sont respectueux de leur souveraineté. Absolument, oui, bien sûr, c'est des financements qui répondent vraiment aux engagements de nos États, qui respectent notre vision et nos idéaux. Mais est-ce que vous avez des moyens pour mobiliser plus à l'interne, au niveau de l'espace? Je pense que oui, parce que déjà au niveau des investisseurs locaux, et c'est comme je disais, cette envie de faire comme première action le répertoire des films. Il faut que nous, en tant que professionnels, nous rassurons les investisseurs locaux. Nous savons qu'au sein de nos chambres de commerce et d'industrie, il y a des investisseurs, il y a des gens qui, voilà, quand on parle de trésorerie, voilà, ils en ont. Mais il faut que nous arrivions à les convaincre que le secteur est porteur et que s'ils misent 1 milliard ou 2 milliards, ils vont récolter 4 à 5 milliards de bénéfices. Et ça, c'est possible. C'est possible si nous, les professionnels, nous collaborons en capitalisant les actions que nous menons.
Parce que sur l'année, un professionnel peut avoir plusieurs activités, produire des films, des courts-métrages et autres, mais à la fin de l'année, bon, le seul document que nous produisons, c'est le rapport financier pour déclarer aux impôts et autres. Mais on ne capitalise pas ce qu'on a eu à faire en termes d'impact. Toutes les projections que nous avons eu à faire et tous ces publics qui ont vu nos films et dont peut-être leur vie, leur point de vue à certaines questions ont été impactés, nous ne capitalisons pas cela. Donc, le défi aussi de la Confédération du cinéma, c'est de faire des statistiques pour rassurer les investisseurs nationaux que vous pouvez investir dans le cinéma parce que c'est rentable. Vous trouvez que c'est véritablement rentable dans des pays où les salles sont en majorité fermées? Oui, c'est rentable parce qu'on a un public qui est en demande par rapport en tout cas au type de films qui répondent à eux, leurs besoins, qui répondent... les gens ont envie de se voir à l'écran. Donc, l'idée aussi, c'est de tenir compte aussi des besoins du public pour produire. Donc, je pense que c'est possible. Ok, on parlait de problèmes. Vous avez commencé par le financement. Oui, le financement et ensuite aussi la formation. Voilà, la formation. Et l'idée, c'est, oui, nous avons déjà les bases en termes de comment on fait un film, comment on écrit un scénario et autres. Mais nous, en tant que professionnels, les différentes corporations, il y a des maillons faibles. Et ces maillons faibles-là, c'est beaucoup plus au niveau technique de la distribution et bien sûr l'exploitation. Et comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas assez de salles ou il y a certaines salles qui ont fermé et nous avons de nouvelles formes de diffusion qui est bien sûr la distribution numérique. Donc il y a un besoin de formation de nous les professionnels pour nous animer vraiment aux nouvelles technologies, notamment le digital, parce que presque la moitié, si on peut dire plus, de nos populations ont entre 1 et 2 smartphones. Et on sait aussi qu'ils sont sur les réseaux sociaux et autres. Donc, nous pouvons diffuser aussi à travers des plateformes. On n'a pas forcément besoin d'avoir un cadre pour présenter son film. Donc, il y a aussi cette question de stratégie-là. Et il y a un besoin de formation aussi par rapport à ces stratégies. La révolution digitale, ce n'est pas un handicap pour vous dans nos pays où tout cela est quand même suffisamment peu développé? Révolution digitale, un handicap, je ne dirais pas ça, parce que oui, c'est un défi, mais comment on contourne ce défi-là en opportunité? Parce que vous savez que quand même depuis quelques années, nous, en tant que professionnels qui nous disons « Ah, c'est pas pour nous », on est en train de se faire dépasser par des gens qui se sont rapidement adaptés et qui sont devenus comme des références dans l'audiovisuel parce qu'ils produisent des vidéos sur les réseaux sociaux et ils sont plus, ils arrivent en tout cas à tisser des partenariats pour faire beaucoup plus de contenu. Alors que nous qui avons l'expertise, nous pouvons aussi adapter, en tout cas en termes de contenu, tout en restant créatif pour en tout cas faire face à ce défi-là et à la concurrence. Vous pouvez vous adapter sans dénaturer la chose. Absolument. C'est possible parce que il faut dire que du temps de l'argentique, vous savez que nos aînés ont filmé en 35 mm et l'argentique qui ont monté en analogie et autres. De nos jours, on est complètement en studio et nos caméras sont totalement numériques. Donc, depuis les années 70, l'évolution technologique dans le secteur du cinéma a commencé, années 70, 72, déjà au niveau du segment de la post-production. Donc, pour dire que les acteurs se sont toujours adaptés par rapport à l'évolution. Mais ces derniers temps,
on sent ça comme une menace parce que ça touche le segment de la création. Parce que voilà, il suffit de taper un petit résumé sur ChatGPT ou je sais pas, avec l'intelligence artificielle, il nous sort un synopsis et tout. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous, en tant que créateurs, nous écrivons des histoires qui sont en lien avec notre culture, avec notre environnement. Et ça fait toujours la différence par rapport à ce qui est produit à travers l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on peut utiliser les outils pour parfaire ce que nous faisons, parce qu'il y a des logiciels d'écriture de scénarios, il y a des logiciels qui peuvent faciliter notre travail en tant que producteur, et tout cela participe vraiment à parfaire. Mais nous restons toujours en avant par rapport à ce domaine-là. En termes d'obstacles, nous avons donc parlé de financement, on a parlé de formation et d'intelligence artificielle. Y a-t-il d'autres obstacles? Bon, je dirais pas ça obstacle, mais l'idée aussi c'est de pouvoir mutualiser nos ressources, parce que nous en tant que professionnels, nous avons du matériel au Burkina, au Mali, au Niger, et l'idée aussi, c'est de ne pas attendre les subventions. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble tout de suite et maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons proposer en termes de contenu? Et je pense que dans ce sens, comme l'ont fait déjà des aînés auparavant, nous pouvons mutualiser ces ressources-là. Et en termes de problème, c'est ce manque de mutualisation qu'il faut en tout cas revoir. Alors, est-ce qu'en matière d'état des lieux, vous êtes un peu logé à la même enseigne, les pays de l'AES? On a presque les mêmes défis parce que nous disposons tous de structures dédiées au cinéma et de l'audiovisuel dans nos pays. Nous disposons tous d'initiatives de financement dans nos différents pays, même si les formes diffèrent. Et en tant que professionnels, nous faisons face quand même aux défis dont je viens de parler. Et l'idée, c'est que nous, en tant que professionnels, nous puissions recenser ces défis-là et nous les capitaliser et faire des plaidoyers auprès de nos autorités pour trouver en tout cas des solutions qui prennent en compte vraiment les besoins des professionnels de l'espace AES. D'accord. Oui. La Confédération est donc là. Elle se propose d'agir en termes d'action. Vous nous avez déjà parlé de ce répertoire des films. Allons-y par rapport à ce que vous avez envie de faire, ce que vous projetez concrètement. Ce que nous projetons concrètement, je ne reviendrai pas sur, bien sûr, ce répertoire qui serait vraiment un outil de plaidoyer, parce que nous comptons, après avoir collecté vraiment ces données-là, pouvoir faire un séminaire d'échange avec les chaînes de télévision nationales de l'espace AES pour négocier, si on peut dire, un partenariat qui permette déjà eux d'avoir du contenu et un minimum aussi pour permettre aux ayants droit de céder leurs films. Et je pense que par rapport à ce répertoire, c'est parti pour entre 3 et 4 ans, voire 7 ans de contenu pour nos chaînes de télévision nationales, uniquement que des films africains. Et également, en termes d'action, ce que nous entrevoyons, c'est organiser des événements majeurs tels que les résidences d'écriture en lien avec nos thèmes prioritaires qui sont vraiment les valeurs culturelles, l'histoire de nos États, nos héros historiques et bien sûr les valeurs culturelles en lien vraiment avec les valeurs de nos États et la protection de l'environnement et de la nature. Et par rapport à ces thèmes-là, l'idée est d'organiser aussi des résidences d'écriture,
que ce soit du court-métrage, documentaire, série. Et ces résidences-là, nous avons identifié par exemple le Mali comme vraiment le siège de la créativité en matière de résidence d'écriture. Et au niveau du Niger, l'idée c'est que le Niger soit l'interface de diffusion. Donc il y aura comme une sorte de festival international de films du Sahel qui sera initié au niveau du Niger, qui va accueillir chaque année ou 2 ans, c'est toujours en réflexion, les films de notre pays et bien sûr des autres pays, puisque c'est un festival international. Et au Burkina Faso, les rencontres de coproduction de Ouagadougou, qui est comme une sorte de marché de coproduction avec les projets qui ont déjà été développés en résidence d'écriture au Mali et qui seront proposés aux producteurs de l'espace et bien sûr d'ailleurs au niveau international qui sont intéressés et qui croient à ces projets-là avec leur authenticité, avec leur spécificité culturelle. Alors revenons à l'articulation avec les chaînes de télévision nationales qui généralement n'ont pas les moyens d'avoir quand même la primeur des films que vous faites. Comment est-ce que vous comptez gérer les choses à ce niveau-là pour que tout le monde sorte gagnant finalement? Nous pensons que c'est possible parce que nos chaînes de télévision ont besoin de contenu et nous savons aussi que nos États dans les actions prioritaires ont des budgets minimums pour aussi mettre en avant certains thèmes prioritaires. Donc l'idée vraiment c'est à travers les plaidoyers pour convaincre nos États d'acquérir en fait ces films et les mettre à la disposition des chaînes de télé. Vous avez essayé, est-ce que ça marche déjà maintenant ou alors vous donnez de nouveaux outils, de nouveaux arguments pour le faire désormais? Ça marche. Je peux dire que pendant le Covid, la pandémie du Covid-19, il y a eu une expérience au Burkina. Oui, les professionnels ont cédé, à titre gracieux. Mais quand on chiffre les choses, c'est près de 4 milliards de contributions des professionnels. Gracieux, vous ne gagnez? Oui, justement, c'est dans ce sens-là. C'est pas du gagnant-gagnant. C'est pas du gagnant-gagnant. Ça, c'était vraiment pour quelque chose de spécifique. Mais pour dire que sur la base de... Nous donnons déjà des films qui sont déjà prêts, parce que le challenge aussi de nos structures, nos institutions, c'est de financer des films qui, par la suite, soit pour des problèmes de budget et autres, les films ne se font pas. On a déjà financé, mais on attend le film et on ne voit pas. Alors que là, on a déjà des films qui sont finis et qui répondent aux attentes des chaînes de télé et qui répondent aussi aux attentes de valorisation de notre identité culturelle et autres par rapport au thème de nos États. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir négocier, faire ce plaidoyer-là pour que l'État prenne vraiment ce volet acquisition. Et il y a déjà une expérience qui se fait actuellement au Burkina Faso avec la chaîne de télévision nationale, la RTB, qui a déjà acquis, qui a fait une sorte d'appel à séries déjà réalisées. Et sur une dizaine, ils ont déjà sélectionné certaines qui seront diffusées bientôt. Alors, et ils ont négocié durement. C'est pas au tarif normal, mais ça montre déjà que c'est possible. D'accord. Oui. Alors au niveau de la confédération des professionnels de l'AES, comment est-ce que vous voyez un peu le rayonnement du cinéma AES, de l'espace AES à l'international, quand on sait souvent que c'est de gros budgets qui sont mobilisés et que nous on a des moyens quand même assez modestes? Merci. Au niveau international, ce qui apporte un plus aux films, aux productions de l'espace AES, c'est le fait que les professionnels vont coproduire ensemble. S'il y a un projet burkinabé qui est en coproduction avec un projet, une structure malienne, cela déjà renforce en termes de stratégie de financement.
Et au niveau international, les fonds aussi regardent ça. La collaboration entre pays africains, la collaboration entre pays du Sud, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est déjà une force d'avoir une production malienne, nigérienne et burkinabé sur un projet avec au minimum, même si on dit que c'est le minimum possible que nos États peuvent donner, ça va permettre d'atteindre déjà les 30 à 40% du budget. Et ça c'est déjà une force parce que au niveau international, on voit déjà la portée non seulement du film en termes de stratégie, voilà, parce que c'est la stratégie de financement du film qu'on regarde à l'international, mais aussi la portée du projet en termes d'audimat. Quand je parle d'audimat, c'est par rapport à l'audience, parce qu'ils vont voir et la population du Burkina, du Mali et du Niger, donc ce potentiel-là que le film soit vu par autant de personnes. Donc c'est plus une force au niveau international avec le peu de moyens que nous avons. Nous sommes donc au terme de notre entretien, Madame la Présidente. Avec quel sentiment est-ce que vous repartez de Bamako? Un sentiment vraiment de satisfaction, de reconnaissance des aînés du cinéma malien, de reconnaissance auprès des autorités maliennes qui nous ont accompagnés, bien accueillis, de reconnaissance auprès des autorités nigériennes qui nous ont en tout cas accompagnés aussi parce qu'ils ont permis à leur délégation d'être là, et de reconnaissance auprès des médias, voilà, nationaux, notamment voilà, votre chaîne qui nous a en tout cas fait l'honneur et en mettant en avant notre activité, en couvrant nos événements, et nous ne pouvons que dire merci. Voilà. Mamounata Mikiema, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.